Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine Cap Info. Dans la première moitié du XXe siècle, Célestin Freinet invente une pédagogie alternative qui fonde le mouvement de l'école moderne. Qu'en est-il aujourd'hui dans les classes qui se revendiquent de son héritage? Nous aurons la réponse en images tout de suite, mais nous recevons sur notre plateau Philippe Mérieux, directeur de l'IUFM. Bonjour, pour commenter nos reportages. Alors, comment susciter le désir d'apprendre? C'est le sous-titre que vous avez donné à un ouvrage sur Célestin Freinet. Est-ce que pour vous, cette question fonde la pédagogie Freinet? Oui, elle fonde d'ailleurs plus largement ce qu'on pourrait appeler l'école nouvelle et les méthodes actives au sein desquelles Freinet s'inscrit. Au fond, c'est l'idée que tant qu'on a enseigné à des enfants qui veulent bien apprendre, qui ont trouvé leur panoplie d'élèves au pied de leur berceau, qui ont une famille qui les accompagne dans l'apprentissage, enseigner est relativement facile. Mais que dès lors que l'on tombe sur des élèves qui ne sont pas nécessairement motivés pour ce qu'on fait avec eux, qui ne sont pas préparés nécessairement au travail scolaire tel qu'on le leur présente, eh bien à ce moment-là, il y a toute une réflexion à mener, tout un travail pédagogique particulier pour susciter le désir d'apprendre. Alors, Freinet, qui était un homme de la campagne, disait comment faire boire un cheval qui n'a pas soif. Alors, quand il s'agit des chevaux, pour les faire boire, on sait bien ce qu'il faut faire. Il suffit d'attendre qu'il fasse chaud et puis de les priver de boire. Quand des enfants ne veulent pas du théorème de Pythagore, eh bien, il ne suffit pas simplement de les priver de mathématiques pour qu'ils viennent réclamer le théorème de Pythagore. Il faut aussi leur donner les moyens de comprendre pourquoi le théorème de Pythagore est important, pourquoi les mathématiques peuvent les aider à construire des connaissances et par là construire leur vie. Et c'est tout ce mouvement-là que Freinet a impulsé à travers sa pédagogie. Et alors, quels sont les autres éléments qui permettent de comprendre les tenants de cette pédagogie? Freinet est un homme qui est très sensible à l'activité de l'élève. Il pense que les enfants sont des gens qui aiment travailler. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder un enfant sur la plage, il trimballera des tonnes de sable dans sa journée. Et il aime un travail qui soit un travail dense, un travail effectif. Il n'aime pas écouter, simplement être attentif à des choses qui viennent d'ailleurs. Il aime s'investir dans son travail. Et l'essentiel de la pédagogie de Freinet, c'est de placer le travail de l'élève et non pas celui de l'enseignant au cœur de la classe. Ce n'est pas la prestation de l'enseignant qui fait la réussite d'une pédagogie, c'est de mettre l'élève au travail, de le mettre en train de rédiger un journal ou de la correspondance scolaire, puisque c'est de là dont Freinet est parti, de le mettre en train de faire des enquêtes, de le pousser à élaborer lui-même des projets, à réaliser ses projets. C'est le travail de l'élève qui structure la classe et pas la performance du maître. Ce qui suppose une vision de l'enfant assez différente. On le pense capable de réaliser quelque chose? On ne le pense pas capable de réaliser quelque chose a priori, on fait en sorte qu'il se donne les moyens de réaliser des choses. Et s'il a des difficultés, on va l'aider à surmonter ces difficultés en lui fournissant à ce moment-là des outils particuliers pour qu'il réussisse ce dans quoi il est engagé. Et dans quel objectif ultime cette pédagogie, à votre sens, a été mise en place? Freinet est d'abord un grand démocrate, il a été longtemps militant communiste. C'est quelqu'un qui milite pour une école du peuple, pour une école de l'accès de tous au savoir, contre toutes les formes d'exclusion. Et à cet égard, c'est quelqu'un qui correspond bien aux défis que nous avons à surmonter aujourd'hui en matière scolaire. Je vous propose tout de suite un premier sujet consacré aux méthodes et aux techniques mises en place dans les classes Freinet. J'ai fini, moi. J'ai fini mon plan de travail. D'accord, tu peux aller t'inscrire à un atelier. Voilà, alors là c'est marqué. J'ai réussi, je n'ai pas réussi, je n'ai pas fait. Alors, il est réussi ce travail? Celui-là. Celui-là, tu l'as réussi? Oui. Alors où est-ce que tu vas faire ta croix? Ah, parce que celui-là aussi tu l'as réussi? Alors vas-y. Et là, évaluation des plans de travail sur 2 semaines de qui? Voilà, donc tu écris ton prénom. Et ça c'est pour quand ça? C'est pour quand? La semaine prochaine. Oui, c'est le plan de travail pour la semaine prochaine. Voilà.
pas parler de classe Freinet, mais d'un état d'esprit et d'un regard qu'on porte un peu sur l'enfant et l'éducation en général, et sur les méthodes d'apprentissage qu'on met en œuvre dans une classe. Les fiches autocorrectives, c'est pour se corriger soi-même. Toutes les 2 semaines, on nous donne une fiche. Nous avons des exercices et donc on doit les faire. Et une fois qu'on a fini, on nous donne à corriger à la maîtresse. Elle nous met une note, donc on marque notre exercice sur la feuille oui ou non et on met un rond de couleur. Ça sert à travailler seul pour essayer de un peu se débrouiller tout seul. Aura, j'ai le temps de bercer un tout petit peu ma poupée, de rêver assise par terre devant mes châteaux de nuée. Bon Dieu, que de choses à faire, Maurice Carême. Par cœur, 0. 1. Erreur et hésitation, 0. 1. Intonation, 0. 1. 2. 3. 4. La gagnante, Cécilia. Dans ma classe, moi, je pratique des temps de co-évaluation parce que je pense que l'adulte n'est plus là, n'est plus le seul juge. Il n'est pas là pour juger, de toute façon, il est là pour aider l'enfant à progresser. Mais il n'est pas tout seul à le faire. Ce sont les pairs, en fait, les autres élèves, qui permettent aussi à l'enfant de prendre conscience de certaines choses. Je pense que la parole des enfants vis-à-vis des autres enfants a un poids énorme. Et ça aussi, c'est très particulier de l'état d'esprit Freinet. Maman disait d'une sagesse rare. Moi, je pensais d'une sagesse grave. Comme j'ai lu, Manon, un peu mieux que la dernière fois. 3 conseils. Axel, tu devrais articuler un petit peu plus. Émile, il faudrait que tu parles un peu plus fort. Et là, continuez comme ça. Il y a 3 classes de CP, CE1 et 3 classes CE2, CM1, CM2. Donc les enfants travaillent essentiellement en cycle, c'est-à-dire que le rythme de l'enfant est respecté sur une durée de 3 ans. Nous créons de manière volontaire une hétérogénéité supplémentaire. C'est important pour nous de reconnaître la différence comme une source de richesse. C'est-à-dire que l'hétérogénéité est utilisée, on utilise l'hétérogénéité plutôt qu'on la subit. Elle ne se rend même pas compte. Nora, si. Là, en fait, on fait les mathématiques et puis au début, pour faire les mathématiques, on s'est tous réjouis dans le hall pour se mettre par équipe avec copains et copines. Et après, le maître et les maîtresses, ils ont mis dans un groupe de mathématiques. En géométrie, où là-bas, chez Agnès, proposer des additions, des soustractions, pas des soustractions, des additions et des calculs. Et chez Nicole pour apprendre à compter. Ça permet aussi aux enfants de se prendre en charge, de repérer, de ne plus repérer seulement la classe dans laquelle ils sont, mais aussi dans le groupe de mathématiques dans lequel ils sont. Ils deviennent un petit peu plus autonomes, puisque à chaque fois qu'ils reviennent de récréation, il faut qu'ils pensent à aller chercher leurs affaires dans leur classe, d'aller dans la bonne classe, de ne pas se tromper, de prendre leur cahier, tous les 15 jours, de se rappeler que cette semaine-là, on change de maître ou de maîtresse. Donc eux, ça les fait aussi un petit peu grandir. Au revoir, au revoir. Au revoir. J'ai mis un petit peu tout ce qu'on avait à faire, la maquette du journal, la une avec l'éditorial. Je voulais écrire En fait, on a déjà fait un journal et on vend pour gagner en fait de l'argent pour partir en classe transplantée. Là, c'est la classe des petits. Ils sont allés au théâtre.
vous explique un peu. Là, ils ont fait des... C'est la classe de cycle 2. Avez-vous reconnu la femme? Et ben, ils ont fait des rimes. Il y a une maquette de texte avec le texte, par exemple, sur le cycle de l'eau, le texte sur l'histoire des inondations à Vaux-en-Velin, le texte de Mohamed et de Raïma. Ça, c'est les enfants de France. On est en train d'élaborer un journal inter-école. Donc là, il y a eu tout un travail d'élaboration, de couverture. Ensuite, on va faire un point sur le travail qui a été fait pour relancer un travail d'écriture dans un deuxième temps. Je suis en train d'écrire le cycle de l'eau pour le petit journal. Il y a quand même des gros projets dans la vie d'une classe Freinet qui sont le journal, qui sont la correspondance. Tout ça permet de un petit peu faire le lien, mettre le ciment au sein de tout ce travail individualisé. Le risque d'individualiser le travail, c'est aussi que chacun se retrouve un petit peu isolé dans son coin et ne sache plus trop en fait pourquoi on est ensemble dans le même lieu. Il faut qu'il y ait des choses partagées. Et ça, c'est l'objectif, le but des projets, dont le journal et les correspondances. Il est clair qu'il y a une énorme importance de tout ce qui est collaboration, co-évaluation, entraide. D'où aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans les classes Freinet, le tutorat. Elle tourne vraiment? Ben oui. Ce film a tourné le cœur. Il tourne vraiment le cœur. Dans ma classe, chacun a une spécificité. Il est plus fort en conjugaison, donc il est tuteur en conjugaison, enfin parent en conjugaison, etc. Mais c'est une collaboration et une entraide permanente, une coopération. Explique à Seda qu'il faut qu'elle enlève la feuille de son classeur pour travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alison avec Alison. C'est pour aider les enfants qui savent pas faire, qui n'arrivent pas à faire leur plan de travail. Nous sommes en maternelle, on ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant de mettre en place des institutions. C'est pas dans le but de se préparer à être citoyen. C'est être déjà citoyen. C'est pas une préparation à, c'est déjà être dans cette relation. Dans cette phrase, tu vas montrer montagne. Relis la phrase. Moi, je m'appelle Lucie, je suis en CM1. Et là, j'aide une CP à lire son texte qu'il a toute la semaine, au début de la semaine, et qui travaille dessus toute la semaine. Et tous les jours, à l'accueil, au début, avant des cours, il a des enfants qui viennent aider les CP, les CE1, à lire leur texte de la semaine. La notion d'entraide est une notion qui est transversale dans l'école. Alors, on peut la retrouver plus particulièrement dans certaines activités, comme l'activité aide-lecture, où des enfants ont été formés pour apprendre à des enfants non lecteurs à lire. Ce sont des enfants qui possèdent un brevet d'aide-lecture. Moi, je me suis intéressée sur les livres et puis j'ai bien écouté tout ce qu'elle a dit, Yvette. Et puis alors, j'ai répondu à les questions justes pour les livres, tout ça, pour le règlement. Et alors, j'ai eu le brevet puisque j'ai fait juste. C'est quand on va dans la bibliothèque, on prend un permis et on vient. Mais si on n'a pas de permis, on n'a pas le droit de venir en bibliothèque. Ça permet de circuler dans le couloir. Voilà, c'est une africaine. Il adore. L'accueil elle est terminé, on retourne dans notre classe. Alors la brasserie, elle va servir pour les CE2 parce que l'année dernière, quand ils étaient au cycle 2, ils n'ont pas fait le voyage de classe transplantée. Mais sauf qu'il n'y avait pas assez d'argent, donc on a organisé une braderie pour faire le voyage. Les enfants sont investis dans le cadre de l'école dans des activités vraies dont ils connaissent tous les tenants et les aboutissants. Alors nous avons actuellement l'exemple de la braderie. Ce sont des enfants à qui l'on permet une véritable éducation à la citoyenneté.
14, 15, 16, 17. Pour les services, l'enfant, tout le long de l'année, dans ma classe, s'inscrit au service dont il a envie. Il peut faire 10 fois de suite le même service, mais il s'engage à le faire. Et si pendant l'accueil, il est tenu de faire son service alors qu'à ce moment-là, il est en train de faire un pulse, là, c'est pas négociable. Il se doit d'aller faire son service parce que moi, je lui dis, c'est toi qui as fait le choix, c'est toi qui t'es engagé. Et ta parole, là, je l'ai entendue, mais ta parole, je l'ai entendue, mais en retour, tu t'engages et donc tu as des devoirs. Alors, affiché au mur de la classe, on a pu lire « L'instituteur n'appartient à personne, mais aide chacun ». Quel commentaire ce propos vous inspire-t-il? Le maître, disait Freinet, organise le milieu, met des ressources à disposition, prépare le matériel. Freinet parlait de ce matérialisme pédagogique qui est cette attention à l'environnement. Cette attention, on l'a bien vu dans le film, à la façon dont la classe est décorée, dont les choses sont précises, affichées, etc. Il est l'organisateur du travail, il est celui qui fixe les objectifs, parce que bien sûr, les élèves ne peuvent pas fixer les objectifs de la classe. Et dans cette dynamique, bien, il est au côte à côte et non pas au face-à-face avec chacun. Des projets collectifs, justement, pour partager quelque chose au sein de cette classe où beaucoup de travail individuel se construit. Comment vous sentez cette articulation entre le travail individuel et le travail collectif? C'est une vraie question et c'est un vrai point sur lequel Freinet a d'ailleurs travaillé toute sa vie et sur lequel travaillent les enseignants aujourd'hui. Parce que dans une classe, pour qu'elle soit dynamique, tonique, pour que les élèves se mobilisent, il faut qu'ils soient motivés. On l'a dit tout à l'heure, cette motivation, elle passe par une implication dans un projet collectif. Un journal, il faut qu'il soit bien, on va le vendre, le montrer aux parents, l'envoyer aux correspondants scolaires, et on a envie qu'il soit beau. On a envie que les dessins soient bien réussis, on a envie que les textes soient sans faute d'orthographe, parce qu'on joue son image là-dedans. Mais si on pousse cette logique jusqu'au bout, et Freinet en est parfaitement conscient, et les enseignants qu'on a vus également, on risque d'exclure. On risque de dire à celui qui n'est pas bon en orthographe, eh bien, puisque tu n'es pas bon en orthographe, tu ne fais rien. Ou simplement, tu t'occupes de balayer la classe. Et Freinet est très sensible à ce danger d'exclusion de l'activité collective. C'est la raison pour laquelle il introduit, d'une manière systématique, on l'a bien vu, le plan de travail. L'expertise de l'enseignant, sa vraie professionnalité, consiste à savoir graduer correctement le poids des apprentissages collectifs qui tirent toujours vers la mobilisation, mais aussi vers certaines formes plus ou moins larvées d'exclusion, et l'exigence des apprentissages individuels qui garantit le fait que chacun va progresser et que chacun va atteindre le niveau requis dans chacune des disciplines essentielles de l'école primaire. Autre point qui semble important, la coévaluation, l'entraide, le tutorat. À votre avis, elle a quel objectif premier, celui de faciliter les apprentissages de chacun ou de donner un sens concret au mot de citoyenneté? Ce n'est pas séparable. L'accès à la citoyenneté et l'apprentissage ne sont pas deux versants de la pratique pédagogique. Il n'y a pas d'un côté l'apprentissage de la lecture et de l'autre côté l'apprentissage de la citoyenneté. C'est une manière d'apprendre à lire qui rend les gens responsables. C'est une manière d'apprendre à faire de l'arithmétique qui donne du sens aux apprentissages. Citoyenneté encore, donc le maître dit on n'apprend pas à être citoyen, on est citoyen, et ce dès la maternelle. Bien dans la classe Freinet, l'enfant participe à l'élaboration de la loi, et parce qu'il participe à l'élaboration de la loi, il obéit à cette loi. Et la légitimité de son obéissance, ce n'est pas le caprice du maître qui lui dit « tais-toi », c'est le fait qu'il ait été associé à l'élaboration de la loi. Bien, vous me fournissez ma transition pour notre second reportage où l'on voit que la citoyenneté passe par l'expression de l'enfant, mais aussi par la collaboration entre les adultes. Quand on est petit, c'est vrai qu'on va pas décider tout de suite de ce qu'on va faire. Quand on a 18 ans, qu'on est majeur, c'est nous qui décidons de notre vie parce que à 18 ans, on cherche un emploi et voilà. Des fois, on veut avoir des choses et puis on ne peut pas les avoir parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, on peut pas vraiment décider de sa vie. Un peu non, parce que c'est pas nous qui décidons si on va tomber amoureux ou pas, c'est un peu notre destin. Si tu vas dans une jungle, tu penses qu'après tu vas revenir dans ton pays et puis
tranquille et puis tu peux il y a un lion qui te mange et alors tu reviens jamais dans ton pays, bah ça c'est son destin. Le quart d'heure de philosophie permet de parler, disons, de sujets beaucoup plus abstraits et d'amener l'enfant à se poser des questions qui sont un peu moins nombrilistes et égocentriques. Au cycle 3, on est censé amener l'enfant à argumenter et à construire un niveau de langage beaucoup plus abstrait et conceptuel. Donc voilà pourquoi on fait aussi de la philosophie dans les classes freinées. Le coin neuf est ouvert, Célia. Moi, vendredi soir, je suis allée chez Meline. J'ai goûté chez elle, j'ai joué, j'ai appelé mes parents pour manger chez elle. J'ai mangé, puis on est resté jouer. Y a-t-il des questions, Léa? À quoi tu as joué sur l'ordinateur? J'ai pas vraiment joué, j'ai fait des exercices d'anglais. Le coin neuf, en fait, c'est un temps de langage avant tout. On travaille avec des élèves, mais ce sont des enfants avant tout. Et ça leur permet d'exister en tant qu'enfants, d'apporter leur vécu d'enfant dans la classe. Il y a des moments très forts aussi dans des temps comme le coin neuf où on voit certains enfants arriver avec des choses lourdes à dire, qui leur sont très personnelles, et voir l'écoute que peuvent avoir les autres. Et cette écoute, j'aimerais la voir très souvent chez d'autres adultes. Et moi, ma dent avait bougé chez moi et ma mère l'a enlevée et dans la lavabo, quand une dent tombe dans notre bouche, et la petite sœur, elle m'a donné une pièce. Ce qui est important pour moi dans le Quad 9, c'est de montrer aux enfants que l'école les prend en compte dans leur globalité. On ne dépose pas toute son histoire au pas de la porte et on rentre et on devient seulement élève. Le fait d'exprimer quelque chose, ça soulage et ça libère pour rentrer dans les apprentissages, pour apprendre. Moi, je propose qu'on y aille tous ensemble à la bibliothèque et puis qu'on fasse le décloisonnement le jeudi et le mardi et puis aussi qu'on y aille à la récréation en bas avec Claude et puis Catherine. Le but de Je propose, c'est de bien faire apparaître aux enfants que leurs paroles leur donnent du pouvoir, que le fait de dire quelque chose a des conséquences. C'est Ben Tolila, je crois, qui dit que pour que l'enfant rentre vraiment dans le langage, il faut qu'il ait pris conscience que la parole est un outil de pouvoir. Amélie, c'est après qu'ensemble, est-ce que c'est après qu'ensemble ils vont à la bibliothèque ou c'est la moitié encore? On ira avec des parents parce qu'on ira avec des parents qui peuvent nous aider à aller à la bibliothèque municipale. Amélie, t'as pas répondu à ma question. Tu te trompes, Myriam, parce que tout le monde va y aller à la bibliothèque municipale. Je suis désolée pour toi, Myriam. Que toute la classe aille à la bibliothèque municipale, il faudra des parents. Eh bien, Émilie, tu te trompes. Eh bien, toute la classe va aller à la bibliothèque. Parce qu'elle l'avait dit. Alors, le problème de la bibliothèque municipale, on l'a déjà dit, Émilie, on avait pris la décision la semaine dernière qu'on allait obligatoirement... Ce qui est important aussi dans le conseil comme dans le Quad 9, c'est l'utilisation du micro, qui est l'équivalent d'un bateau de parole. Cet outil montre à toute la classe que la parole est donnée à un enfant et qu'à ce moment-là, l'enfant raconte ce qu'il a envie de raconter et il sait qu'il sera écouté par tout le monde.
Emeline sera présidente. Alors, Tristan sera élu président, secrétaire. Le conseil du vendredi 30 novembre est ouvert. On passe à la boîte « Je félicite ». Je félicite Laurette, Alexis et Gaëtan, Nicolas Estebanez. Parce que je trouve qu'ils font bien leur service. Merci. Félicite la maîtresse parce qu'elle nous fait bien faire la lutte. Audrey. Je la félicite parce que je trouve que c'est bien les jeux qu'elle nous fait faire à la lutte. C'est amusant. Je te remercie, Audrey. Je propose qu'ils mettent les quotidiens en ordre, Manon et Emeline. Oui, parce que tout à l'heure, moi et Emeline, on a rangé mon quotidien. Ils étaient tous mélangés, alors on a voulu les remettre en ordre. Et pour ceux qui viennent les prendre, qu'ils les remettent en ordre, s'il vous plaît. C'est au service bibliothèque de faire ça. En plus, c'est toi et Denis. Oui, ça nous aiderait parce que si chaque jour on devrait faire ça, ça serait quand même un peu lourd. Puis aussi, je l'aidais parce que je savais pas quoi faire. À chaque fois qu'on a fini une revue de presse, celui qui a fait la revue de presse, il va y donner au bibliothécaire le journal, et puis le bibliothécaire il les range. Et puis si par exemple il y a quelqu'un qui va à la bibliothèque pour voir le journal, lui il le remet en ordre. On va faire un vote. Donc le conseil, c'est un des temps forts de la pédagogie Freinet et qui permet aussi à l'enseignant de voir un petit peu, d'avoir un retour sur ce que vivent, ce que sentent les enfants au quotidien. On passe à la boîte « Je critique ». Je critique Alexis. Audrey. Je critique encore une fois parce que je trouve que quand on fait de la philosophie, il parle jamais, il reste dans son coin comme ça. J'aimerais bien qu'il parle un peu. Mais j'essaierai de parler. J'ai déjà expliqué que la philosophie, le quoi de neuf, etc., c'est un travail. Mais si Alexis n'a pas envie de parler, s'il n'arrive pas à parler, ça viendra peut-être plus tard. En tout cas, il écoute et je pense qu'il apprend aussi en écoutant. Donc, s'il ne veut pas parler, il ne parle pas. Ces feuilles-là, alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Antoine? Le compte rendu du conseil. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à lire quelque chose? Alison? Alison critique Buchra parce qu'elle a dit ma maman n'est pas belle. Parfois, on m'a tapé, ça prend des proportions énormes. Si on dit à l'enfant, va t'inscrire à Je critique, tu pourras le dire vendredi lors du conseil. L'enfant sait qu'il a été entendu, l'enfant peut différer. Et le jour du conseil, moi le matin, je revois l'ordre du jour, je demande à l'enfant la critique qu'il veut émettre. Et très souvent, l'enfant a oublié. Mais s'il n'a pas oublié, comme par exemple Alison, c'est quelque chose qu'elle a gardé 2 semaines en tête. Mais le fait de pouvoir le dire lors du conseil, le fait de se sentir écouté, lui a permis de se sentir reconnu dans sa douleur et de gérer plus facilement ce problème. Ça s'appelle le permis de rester en classe en récréation. C'est quand on court dans le couloir, qu'on monte sur les bureaux, qu'on court dans la classe. Les maîtres et les maîtresses, ils nous signent et ils nous envoient dans la cour. La première fois, c'est pendant 2 jours. Après, la deuxième fois, c'est 1 semaine. La troisième fois, c'est 1 mois. Et quand la 4e fois, il est signé, le dernier, on n'a plus jamais le droit de rester en classe de toute l'année. Dans la récréation, comme c'est moi qui est responsable du classeur des lois, si je vois une bagarre, je vais le dire à Chantal ou à Nicole, à un instituteur. Et puis après, ils me disent, viens, va voir dans le classeur des lois ce qu'on peut le faire.
Au début, il y a toutes les règles, il y a dans la salle de danse, à la bibliothèque, dans les classes. Et la sanction, c'est en fait, par exemple, c'est la punition. Il est écrit « On ne le laisse plus jouer pendant une récréation ». Qui l'a décidé, c'est-à-dire, c'est qui l'a décidé, cette règle? C'est les maîtres et les élèves. Le grand conseil, c'est là où toutes les classes sont réunies pour parler ensemble. Aussi, il y a les élections. Moi, j'ai été élue pour classeur des lois. Je suis élue jusqu'à demain. Parce que j'ai été élue le mois dernier. Nous sommes ici dans une école coopérative et donc les enseignements au niveau des enfants sont organisés de manière coopérative et la vie au niveau des adultes est également organisée de manière coopérative. Donc les adultes sont regroupés dans une direction collégiale. Les enseignants se répartissent les tâches de direction habituelles et se répartissent également l'indemnité de direction, c'est symbolique. Chaque enseignant a un domaine de responsabilité et il va se faire reconnaître auprès des différents partenaires en tant que représentant de l'école, représentant de la direction. La majorité des enseignants de l'école sont investis dans une association pédagogique, Freinet, et participent à des groupes de travail pour mettre en place des projets ou des innovations au sein de leur classe. Et moi, dernièrement, il y a une maman qui est venue me voir en me disant j'ai pas trop compris tout ce que vous avez expliqué à la réunion l'autre fois, de ce que vous faites et tout ça, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que mon fils, depuis quelque temps, il s'ouvre et il parle aux autres. Donc, moi, ça me suffit. Alors un enfant qui s'ouvre, qui parle aux autres, telle est la conclusion de l'enseignante. On se rend compte à travers ce qu'on vient de voir de l'importance de la parole de l'enfant, de son expression. Alors à votre sens, dans quel objectif? Apprendre à parler, apprendre à s'écouter? Il y a là un enjeu absolument fondamental, hein. L'enjeu de l'école aujourd'hui, l'enjeu de la pédagogie Freinet et plus généralement l'enjeu de toute forme de pédagogie, c'est de permettre à l'enfant de sortir du rapport de force, du conflit d'opinion, du « c'est moi qui gagne parce que je suis celui qui peut imposer mon point de vue », pour rentrer dans une relation à l'autre qui est respectueuse de la recherche de la vérité, respectueuse du droit de l'autre à s'exprimer, respectueuse du bien commun et non pas simplement de l'intérêt individuel. Le parcours des enfants qui sont passés dans les classes Freinet a-t-il fait l'objet d'évaluation? Ce que l'on sait à coup sûr, c'est qu'un enfant qui passe dans ce type de classe n'est pas handicapé. C'est-à-dire que ça ne va pas le pénaliser, contrairement à ce que craignent un certain nombre de parents sur le plan de son avenir scolaire. En revanche, ce que nous savons en plus, c'est qu'il acquiert un certain nombre de compétences dans des domaines qui sont peu développés par la pédagogie traditionnelle. On parlait de la prise de parole, on pourrait ajouter tout ce qui touche à la prise de responsabilité, l'éveil à des opérations mentales comme la planification, l'anticipation, organiser un plan sur le long terme, se donner des objectifs, s'évaluer, être capable de gérer une activité collective, toute une série de choses qui finalement sont peu stimulées dans la pédagogie traditionnelle et qui là sont stimulées. Est-ce qu'il vous semble que ce serait cette capacité, enfin, ce développement de ces capacités qui pourrait répondre aux difficultés de l'école d'aujourd'hui? Oui, je ne suis pas sûr qu'il faille aujourd'hui imposer à tous la pratique de la pédagogie Freinet. L'expérience nous montre que quand un système pédagogique est imposé de manière autoritaire, il se dévitalise, il perd son sens. En revanche, ce qu'on peut, c'est tenter de se mettre à l'écoute de ce que porte la pédagogie Freinet comme espérance. Et l'espérance de la pédagogie Freinet, c'est qu'il n'y aura pas d'exclus dans l'accès aux savoirs fondamentaux. Bien, je vous remercie pour votre collaboration, pour votre éclairage sur les images de nos reportages et je remercie nos téléspectateurs de leur fidélité. À bientôt pour un prochain numéro de Cap Info.